Salut Aude, salut Yann, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne d'Aude et tu as décidé d'inviter Yann, Aude, et tu vas nous en parler un petit peu plus après. L'idée c'est aujourd'hui de comprendre les jeux de pouvoir. C'est 3 épisodes spéciaux sur les jeux de pouvoir, les comprendre, mieux les identifier et pouvoir ainsi les déjouer quand on est dans des situations d'emprise dans notre vie. Alors évidemment on va expliciter ça au mieux, mais Aude avant tout, pourquoi tu as choisi d'inviter Yann sur ta chaîne aujourd'hui ? Ça marche. Salut Julien, salut Yann. Contente de vous trouver tous les deux. Alors, c'est parce que avec Yann, qui est un spécialiste de la communication non violente, qui est formateur donc depuis plus de 20 ans dans ce domaine, qui est un spécialiste des jeux de pouvoir, qui enseigne aussi sur la posture du thérapeute, la prévention des conflits et du burn-out, qui est aussi médiateur en institution et en entreprise. Et c'est un ami surtout de longue date. Et on a toujours des sujets passionnants, voilà. Et on parle souvent de ces jeux de pouvoir entre nous, hein, dans les expériences qu'on fait avec notre clientèle, les institutions, etc. Et comme sur cette chaîne donc YouTube, on parle beaucoup donc de ma clientèle, hein, qui sont très largement des personnes qui sont hypersensibles ou qui ont une très haute sensibilité, comme je préfère l'appeler. Une très haute empathie également. On parle aussi beaucoup des traumas, parce que ces choses-là sont reliées sur certains plans. On parle de régulation nerveuse, mais aussi de frontières, ou comment apprendre à reposer en fait des limites saines quand on n'a pas eu un développement qui nous a permis de construire ces frontières de façon, on va dire naturelle. Hein, parce que les besoins n'étaient pas au centre. Les besoins de l'enfant n'étaient pas au centre. Et dans ma pratique, je constate que ce sujet des jeux de pouvoir, de manipulation, voire d'emprise, et on va définir tous ces termes, ne vous inquiétez pas, grâce à Yann qui est là, eh bien, je remarque que c'est un sujet qui interpelle beaucoup ma clientèle, qui est en grande demande de pouvoir s'extirper en fait de situations délicates, difficiles, où il y a beaucoup de confusion, de mélange de différents types de sentiments, hein, qui font que ça devient très difficile parfois de mettre de la clarté et de retrouver en fait son pouvoir là au milieu. Hein. Et je parle de pouvoir sain, d'autonomie, hein, empowerment, de frontières saines. Hein. Et on pourrait croire que les personnes qui, en guillemets, succombent à ces jeux de manipulation et de pouvoir sont naïves. Je tiens à préciser que c'est pas forcément du tout le cas. Qu'en l'occurrence, quand il y a les profils de haute sensibilité et de haute empathie en particulier, il y a au contraire ce que j'appelle un paradoxe par le fait qu'il y a une très grande lucidité qui est là pour justement repérer ces incohérences relationnelles, les incongruences entre les mots, les actions, etc., les tensions, les dynamiques de pouvoir qui s'installent. Donc il y a des radars très aiguisés pour ressentir ça avant les autres. On en a même parlé dans un épisode où on parlait des sentinelles, hein, les hypersensibles en tant que sentinelles dans les groupes humains depuis les débuts de l'histoire de l'homme sur Terre. Donc il y avait ce rôle-là de déjà percevoir les potentielles menaces et dangers dans l'environnement, hein, quand il y a des changements ou quand des menaces arrivent. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les hypersensibles ont justement une acuité qui leur permet de détecter ces choses-là. Mais le paradoxe, c'est qu'elles ont aussi des freins pour s'auto-valider et pouvoir poser des limites en réponse, en fait, à ces dynamiques et ces mécaniques parfois coercitives, hein, qui prennent place. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouvais super de pouvoir, faire une série. Hein. Le premier épisode qui consistera à parler de mieux comprendre simplement grâce à Yann les jeux de pouvoir, hein, les mécaniques, etc.
Dans le deuxième épisode, on va développer aussi ce que c'est que l'influence, la manipulation et l'emprise. On parlera aussi du contrôle coercitif, qui est un terme devenu aussi très à la mode. Et puis, dans l'épisode 3, on parlera aussi de pourquoi, même quand il y a une grande souffrance, on comprend qu'il y a un malaise intellectuellement, on le vit aussi de l'intérieur, mais pour autant, on n'arrive pas forcément à en sortir. Donc voilà le programme pour ces 3 épisodes à venir. Voilà. Et peut-être donc pour lancer le sujet pour Yann, on peut peut-être commencer par juste parler du pouvoir en tant que phénomène pas forcément mauvais, pour juste distinguer les choses, parce que toute relation, institution, communauté a différents rôles, responsabilités et compétences, et donc aussi différents niveaux d'influence et de pouvoir dans les structures. Donc c'est pas le pouvoir qui est un problème en soi, ce serait plutôt l'abus de pouvoir, ou lorsque ce dernier est plus utilisé pour servir une relation, une mission ou un collectif, mais où il est détourné pour satisfaire en fait les besoins de celui qui le détient. Donc, Yann, je te laisse la parole pour nous expliquer quels sont pour toi les mécanismes en fait de ces jeux de pouvoir et comment est-ce qu'on y est aspiré ou comment est-ce qu'on y rentre. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des profils plus susceptibles et quels seraient ces facteurs de vulnérabilité? Je te laisse commencer comme tu le sens. Merci. Ouais, merci. Bonjour tout le monde. Alors, pour répondre à cette question, le rapport de pouvoir, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, comme tu disais, Aude, c'est normal d'avoir des relations de pouvoir. Pour qu'un groupe fonctionne bien, il faut un chef qui puisse dire « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça », et ensuite on s'organise de cette façon. Donc, au niveau de la mise en place d'actions concrètes, de la structure pour savoir à qui se référer quand il y a quelque chose, d'avoir quelqu'un qui est un leader, c'est au service du fonctionnement du groupe. Par contre, ce qui est problématique, c'est que quand cette structure pyramidale où il y a un chef et puis après des sous-chefs qui vont mettre en place des choses concrètes, s'applique aussi au niveau de la prise de décision ou de la réflexion. Normalement, idéalement, il faut une structure pyramidale pour les mises en place d'actions et la structure comme ça. Mais après, au niveau de la réflexion, c'est intéressant de prendre l'avis de tout le monde et d'avoir du coup une structure plutôt horizontale sur le brainstorming et sur les retours aussi. Là, on a fait ça, ça n'a pas marché, ça a bien marché. Et c'est comme ça qu'un groupe fonctionne bien. C'est quand il peut y avoir chacun à un même autorisation de parole, on va dire, mais en même temps, quand on passe à l'action, on le fait de façon structurée. Voilà, donc c'est pour juste dire que la hiérarchie, le pouvoir, ça a du sens, mais quand c'est fait, comme tu le dis, au service du bien de tous. Et peut-être c'est là que se passe la dérive, c'est quand le bien du responsable, du chef, de celui qui a le pouvoir, n'est plus, enfin son focus n'est plus le bien du groupe ou le bien des bénéficiaires de notre activité, mais devient son propre bien-être et ses propres convictions avant celles des autres sans écouter les autres. Et c'est là qu'il y a les dérives qui arrivent, quoi. Peut-être juste pour mettre ça en perspective. Après, les jeux de pouvoir, c'est comment est-ce que quelqu'un prend justement l'ascendant sur quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un chef qui prend l'ascendant, qui a déjà l'ascendant, on va dire de fait par son statut d'une certaine façon, mais en plus appuie là-dessus avec des attitudes qui sont des attitudes abusives du coup de jeux de pouvoir et qui vont appuyer là-dessus. Et ça peut être des relations qui sont même horizontales. Je peux être avec un collègue et l'autre prend commence à avoir de l'autorité sur moi et il prend l'ascendant sur moi parce qu'il utilise des techniques. Et qu'est-ce que c'est du coup des jeux de pouvoir? C'est comment est-ce qu'on amène quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire spontanément, naturellement de lui-même? Comment est-ce qu'on l'influence, qu'il se soit conscient dans la manière dont je le fais, si j'influence quelqu'un? Est-ce que je le fais de façon consciente? Parfois je le fais inconsciemment. Très souvent les gens jouent des jeux de pouvoir de façon complètement inconsciente, mais ont compris qu'il y a des façons de faire qui fonctionnent. Quand je me victimise puis que je dis mais moi je suis tellement triste, c'est tellement dur, les gens ils sont plus bienveillants, ils m'aident, donc je joue cette carte. Et quand je vois que je fais un peu de chantage et puis un peu de menace, ça marche aussi, tac, je joue cette carte. Et du coup,
ça s'apprend en fait de cette façon. On voit ce qui marche pas. Donc déjà quand on est assez petit, je pense qu'enfant ou adolescent, on commence à comprendre ces mécanismes. Quelqu'un qui a une tendance narcissique, il va développer de façon naturelle toute une série de compétences pour prendre l'ascendant sur les autres, parce qu'il voit ce qui marche pas. Voilà, bref, donc on voit des techniques qui s'affinent au fil des années, avec des gens qui deviennent très très compétents avec l'expérience. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans ta question? Julien, tu veux dire? Moi, du coup, j'avais envie de rebondir là-dessus. Déjà, pourquoi tu as été passionné par les jeux de pouvoir? Comment ce sujet il est venu à toi? Et depuis combien de temps c'est étudié de manière psychologique, avancée et comme tu vas nous le partager? Alors, en fait, il y a eu... Alors, dans ma vie, déjà, je dirais que j'ai pratiqué la communication non violente depuis 25 ans, plus de 25 ans, 27 ans, j'ai découvert la communication non violente. Et j'étais dans des groupes de communication non violente et j'ai vu des jeux de pouvoir être à l'œuvre. Et je voyais des choses qui fonctionnaient pas du tout. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? On apprend à communiquer d'une façon authentique, bienveillante, à se positionner de façon claire, à écouter avec empathie. Et pourtant, il y a plein de trucs qui jouent pas. Et il y a plein de choses qui dysfonctionnent. Dans mes relations de couple aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moments où j'essayais de communiquer de façon authentique, d'entendre l'autre. Et puis pourtant, on était tous dans des trucs qui jouaient pas, qu'il y avait des tensions, des choses qui se réglaient pas. Et en réalité, avec le temps, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas vu en fait dans cette et puis c'est pour ça que je me suis intéressé du coup au jeu de pouvoir. Alors quand on parle de jeu de pouvoir, souvent on pense au triangle de Karpman, on va revenir là-dessus sur ces triangles bourreau, victime et sauveur, mais en fait il y a plein de manières de jouer des jeux de pouvoir et puis c'est en creusant là-dessus que j'ai vraiment appris. Et moi j'ai vécu aussi des relations qui ont été abusives dans ma vie personnelle et du coup je me suis interrogé pourquoi je me suis pas positionné à un moment de façon plus ferme ou plus claire et pourquoi j'ai laissé faire des choses qui ne me correspondaient pas avec une forme de colère qui se projette contre l'autre, mais aussi une colère en fait plus dure à voir contre moi-même d'avoir accepté d'être pris là-dedans et d'avoir joué le jeu, d'avoir pas mis ma limite. Donc voilà, et tout ça, ça m'a amené à réfléchir et puis comme je donne des formations sur la communication depuis beaucoup d'années, j'ai tellement entendu d'histoires de gens qui racontent leurs difficultés relationnelles de couple et autres, que ça m'a vraiment intéressé, d'aller plus loin. Voilà, Aude, j'ai peut-être raté un bout de ta question. Tu m'as demandé. Oui, je me demandais aussi s'il y avait, à partir de tes recherches, tes formations, des groupes plus vulnérables. Est-ce qu'on peut dire ça par rapport à justement ces jeux de pouvoir, d'emprise, de manipulation, etc. Alors, on dit que j'avais entendu une chef de clinique qui s'occupait des violences intrafamiliales, disait que face à des personnalités de type narcissique ou pervers narcissique, c'était très souvent des personnes empathiques qui se faisaient attraper dans ce type de rapport de domination, parce que capable d'entendre l'autre, d'entendre son point de vue, d'avoir de l'empathie pour lui, donc d'aller un bout dans son sens, et puis petit à petit ça va trop loin. Pour moi, il y a cet aspect-là, mais il y a peut-être aussi le côté, tu me diras ce que tu en penses, mais où les gens ont pas suffisamment conscience que c'est pas ok ce qui se passe, et pas assez de lucidité sur le fait que là, ça devient abusif. Et puis les gens doutent d'eux-mêmes en disant, c'est bizarre, il dit ça, mais moi, j'ai pas la même perception, mais puisqu'il le dit, il a probablement raison. Puis en fait, ne pas croire à son ressenti intérieur, ça c'est souvent le vrai problème en réalité. Le problème numéro 1, c'est de pas écouter ses perceptions et dire bon mais s'il dit ça, alors c'est peut-être moi qui ai tout faux. Puis en fait quand on commence à douter de soi, c'est le piège, parce qu'en fait on a tout à fait raison de douter et de se questionner. Quand il y a un sentiment de malaise, il est légitime en réalité. Oui, et en effet, c'est, je pense aussi une des clés qu'on va apporter dans ces épisodes, c'est de comment pouvoir revenir vers ces ressentis corporels et les valider pour en faire quelque chose, parce que ce sont comme des messages au final, hein. Et le problème, c'est quand on a cette tendance à les invalider. On en avait parlé avec Julien aussi dans d'autres épisodes, hein, comment il est facile d'invalider les réponses qui viennent du corps, parce qu'on n'est pas dans une culture, hein, d'un point de vue anthropologique. Il y a d'ailleurs peu de cultures, hein, qui en réalité valident en fait l'expérience du corps comme une autorité.
C'est comme si l'autorité, c'est toujours la tour de contrôle rationnelle, en fait. Alors que, non, le ventre, les tripes nous parlent, comme on dit. Je le sens dans mes tripes, qu'il y a quelque chose qui joue pas, ou quand on dit j'arrive pas bien à cerner cette personne, ou quand on dit il y a anguille sous roche. C'est des sensations qu'on a. Voilà, qui sont quand même pas juste des intuitions aussi, et ça aussi c'est quelque chose qui est pas assez validé. Et c'est pas juste des cognitions, des perceptions rationnelles, c'est aussi vraiment de la neuroception. Si on reprend Stephen Porges, le système nerveux, il y a plein de choses qui passent d'abord par là en réalité, mais c'est pas c'est bypassé par le mental au lieu d'être validé. Oui, et puis ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand il y a ces ressentis il y a un truc qui joue pas, si on observe finement ce qui s'est dit avant, ce qui s'est passé, on peut détecter dans les paroles des leviers que la personne utilise pour essayer de nous amener à faire quelque chose. Donc la personne joue sur un besoin de reconnaissance, sur une peur, la peur de la séparation, la perte de lien, la peur de perdre son image, l'image de soi, la peur de perdre de l'argent. Voilà, la personne va jouer sur un levier et on n'est pas conscient de ça tout de suite. On ne perçoit pas immédiatement que la personne appuie sur un levier chez nous. Tu serais gentil si tu fais ça. Ok, alors je suis gentil, donc je dois faire ça. Donc je vais faire ça. Et puis en fait, mais non, je peux être gentil et ne pas faire ça, parce qu'en fait, c'est pas relié. Je peux mettre ma limite et me positionner. Je peux continuer à être quelqu'un de profondément gentil et bienveillant, mais savoir dire non et mettre ma limite. Mais la personne associe, tu es gentil, donc tu dois me faire ça pour moi. Et puis, typiquement, ces genres de petites choses qui vont jouer, c'est des petits leviers de l'image de moi-même, que j'ai de moi-même, ou l'image que je donne aux autres. Ce serait quand même mal vu si les gens apprennent que ça et ça et ça. Donc c'est l'image que je vais donner à l'extérieur. Ou ce serait dommage que tu puisses plus voir ton enfant, par exemple. Ben là, ça c'est un levier affectif sur un enjeu de lien, un besoin affectif. Ça peut être, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ta voiture. On va jouer sur la possession matérielle. Voilà, la menace. Voilà, donc, mais c'est des fois très fin comme c'est amené, et on joue sur des peurs, sur des leviers qui peuvent nous toucher d'une manière ou d'une autre. Et les gens qui font ces jeux-là, ils sont souvent très fins pour sentir, là j'ai un moyen de le choper, là j'ai un moyen de comment dire, de le mettre en prison, de le capter, de le rendre captif, quoi. Voilà, il y a ça. Et puis je dirais aussi qu'il y a donc ces leviers qui sont exploités, mais il y a aussi une incohérence entre ce que la personne. Souvent il y a un double message. Tu parlais je sais plus comment tu disais, l'explicite, l'implicite. Il y a ce que la personne elle dit, puis il y a ce que j'ai l'impression d'entendre, ce que j'ai l'impression de comprendre sous les lignes. Et puis des fois il y a un espèce de, si je parlais vraiment franc, je serais dans quelque chose de très inacceptable en réalité. Donc on dit des trucs un peu enjolivés. Typiquement, waouh, mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, waouh, ça fait plaisir à voir, t'as l'air en pleine forme. Le message vrai, c'est j'ai envie de te mettre dans de bonnes dispositions, j'ai envie que tu sois flatté pour que tu puisses dire plus facilement oui à ma demande qui va suivre, de garder mes enfants ou peu importe. Voilà, donc il y a ce jeu de séduction. Et puis après, il y a plein de jeux qui peuvent se mettre, mais qui ne sont pas dits. En fait, on s'arrête au premier niveau, on voit pas ce qui se joue dessous. Voilà, explicite, implicite. Ouais. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être nous parler de ces rôles inconscients? Tu mentionnais Cartman tout à l'heure, on a souvent parlé de ça avec Julien aussi. Est-ce que tu pourrais nous résumer ces rôles inconscients qu'on peut jouer dans ce triangle? Oui, avant ça, je voulais dire que je réalise que j'ai parlé donc de ces ressentis. J'ai parlé des leviers que les gens utilisent pour nous attraper. J'ai parlé de l'explicite implicite où il y a un décalage. Mais souvent, quand il y a un jeu de pouvoir que quelqu'un joue avec soi, on a tendance à nous-mêmes jouer un jeu de pouvoir en retour. Et moi, je l'ai vu à l'œuvre chez moi, avec une tendance à me défendre en utilisant un jeu de pouvoir, en utilisant un truc où je tourne autour du pot, où je vais essayer de me défendre en n'étant pas clair et direct et franc,
Je joue, en fait, c'est ce qu'on appelle la complicité, la réciprocité du jeu de pouvoir. Nous-mêmes, on se met à jouer un jeu. Et puis, en fait, on n'est pas authentique à ce moment-là nous-mêmes. Donc, on rentre dans le mécanisme. Et là, il y a de la tension psychique qui commence à s'accumuler. Ça devient de plus en plus difficile, en fait. Plus le temps passe, plus c'est difficile, plus ça met de pression, plus on a tendance à céder aussi. Voilà. Et les gens qui jouent des jeux de pouvoir, il y a ces sous-entendus, il y a ces leviers sur lesquels la personne appuie. Ça fait une charge qui s'accentue, puis au bout d'un moment, ça devient insupportable. Et des fois, les gens, soit ils partent en colère, soit ils se soumettent pour échapper. Mais l'idéal, c'est de pas faire ça, c'est de faire la troisième option qui est de parler, de mettre des mots sur ce qui se joue et donc, comme on verra, les outils. Mais voilà. Et puis le dernier truc qu'on peut voir dans ces jeux de pouvoir, c'est l'intention de l'autre sur nous. Il a une intention qu'on pense quelque chose de nous-mêmes, qu'on dise quelque chose, qu'on fasse quelque chose, qu'on paye quelque chose, voilà. Bref, il y a une intention sur l'autre. Et ça c'est le truc qui est le point qui résume tous les jeux de pouvoir. Il y a une intention sur nous. Et ça, c'est très désagréable à vivre, puisqu'en fait, on n'aime pas quand les gens ont une intention pour nous, sur nous, et qu'on perd notre liberté, notre libre arbitre. Une intention qui est nécessairement consciente ou qui parfois ne l'est vraiment pas. Qui parfois l'est pas, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qui fait qu'une partie des jeux de pouvoir sont parfois complètement inconscients. Ouais. Autant chez la personne qui le fait, elle n'est pas complètement consciente et lucide de ce qu'elle veut amener l'autre à faire, mais aussi de la personne qui en est victime, elle capte pas tout de suite où l'autre veut nous emmener, quoi. Et, ouais, c'est ça. Parfois, c'est très clairement dit. J'aimerais que tu fasses ça, et puis ce serait hyper sympa, parce que toi, t'es quelqu'un de sympa, donc ce serait cool que tu le fasses. Voilà. Puis des fois, on sait très clairement, l'intention, elle est très exprimée. Des fois, elle est pas du tout exprimée. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est très complexe, parce qu'il y a tellement de points qu'on se rend compte que c'est compliqué d'appréhender tous ces petits trucs. Mais en fait, il y a une espèce de cohérence là-dedans. C'est que on est amené à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire spontanément, et puis il y a cette pression qu'on ressent, et puis on la ressent physiquement. Et psychologiquement, quoi. C'est ce que j'allais te dire, si on doit résumer le jeu de pouvoir, c'est savoir si on est dans un jeu de pouvoir où nous-mêmes nous sommes acteurs, mais en essayant de dominer, d'influencer, c'est que on fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ou on fait faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de le faire. C'est ça, oui. Okay. Et parfois on peut même soi-même être dans un jeu de pouvoir avec soi-même. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un me dit je vais pas bien, c'est dur, je vais encore garder les enfants ce soir. Et puis moi, j'ai pas très envie de garder ses enfants. Lui, il m'a pas fait une demande très claire. Voilà, peut-être qu'il a envie que je garde ses enfants, mais il m'a pas fait une demande claire. Et puis il y a pas forcément d'intention de sa part. Mais moi, je dis je peux pas le laisser comme ça, je vais le faire pour lui. Puis en fait, quelque part, je suis déjà en train de faire un jeu de pouvoir en interne avec moi-même, parce qu'il y a une part de moi qui a pas envie, mais il y a une part de moi qui se dit il faut que je le fasse parce que c'est sympa, je suis son pote, ou tu vois. Et puis du coup, je le fais alors que j'ai pas l'élan et j'ai pas envie. Donc c'est intéressant parce qu'on peut le faire en deux personnes, mais on peut aussi le faire en interne entre des parts de nous, quoi. Et voilà, donc ça rend encore plus complexe l'histoire. Ouais. Et ces parts de nous, c'est justement en lien avec ces rôles qu'on a dans le triangle, justement. C'est peut-être. Oui, alors je reviens justement à ce triangle de Karpman. C'est effectivement, il a identifié 3 rôles qui sont le bourreau, la victime et le sauveur. Et en fait, c'est des rôles qu'on prend assez spontanément dans la vie de tous les jours. Où par exemple, je vais dire je suis fatigué. L'autre vient puis dit mais t'inquiète, est-ce que t'as pris de la vitamine, est-ce que t'as fait ça? Et il vient naturellement prendre un rôle de sauveur. Il va avoir, donc on pourrait dire presque que la victime invite le sauveur en disant c'est tellement dur, je vais pas bien. L'autre spontanément, un poil empathique, va tomber dans le truc de vas-y, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as fait ça? Si lui il dit non, j'ai déjà pris des vitamines, ça sert à rien. Est-ce que t'as assez dormi? Oui, je dors assez, mais ça change rien. Est-ce que t'as fait ça? Puis au bout d'un moment, la personne elle va s'énerver parce que tout ce que l'autre dit oui, mais ça marche pas. Puis il va passer donc de sauveur tout d'un coup à bourreau. On dit oui, mais en fait t'as pas envie d'aller bien en fait. Toi, voilà. Puis tout d'un coup, les rôles changent comme ça assez facilement de l'un à l'autre. Ou tout d'un coup, il pourrait dire mais moi je fais de mon mieux pour t'aider. Puis toi, tu as rien que ce que je fais qui tu prends et tu prends rien de ce que je veux t'aider. Et puis tout d'un coup, c'est lui qui devient victime, c'est l'autre qui va devenir sauveur. Donc c'est hyper drôle de voir comme ça peut changer rapidement.
mais comme en fait c'est du langage non conscient. En fait, c'est tout du langage de j'essaye de te sauver, tu veux pas, alors moi je m'énerve donc je deviens bourreau. Et puis après, voilà. Donc ce changement de posture est drôle parce qu'en fait, s'il y avait une posture consciente, ce serait de dire je suis fatigué, je suis éprouvé, j'aurais besoin de soutien. Pour l'instant, je vois pas ce que j'aurais besoin concrètement, mais je te demande qu'est-ce que toi tu verrais qui pourrait m'aider. Ça, ce serait un rôle de je suis vulnérable, mais je l'assume. Hein, et donc là, c'est tout à fait ok. Le sauveur, il dit je sens quand tu partages ça un élan en moi de vouloir contribuer, mais j'ai pas envie de contribuer sans que ça soit efficace et à ton service et que tu en aies envie. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Là, le sauveur, il est dans la communication, dans la clarté. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis pas en train de sauter sur des stratégies pour le faire. Je suis en train de vérifier où tu en es, qu'est-ce que tu as besoin. Le persécuteur, pareil, il est à dire, au lieu de dire tu fais chier, tout le temps en train de te plaindre, bah, il peut dire en fait, il y a une part en moi qui commence à être agacée parce que je t'ai proposé 8 solutions et toutes les solutions que je t'ai proposées ne te conviennent pas et je me sens impuissant et en fait, je sais pas quoi faire avec ça. Et plutôt, du coup, on voit plutôt la vulnérabilité, l'impuissance que la colère et puis l'agression, etc. Donc, dans le langage conscient, on sort naturellement des jeux de pouvoir en fait et du triangle. Donc ça, c'est une première clé déjà, de pouvoir avoir cette position méta ou de mise à distance de nos propres fonctionnements dans nos dynamiques pour pouvoir se dire là, je suis encore en train de rejouer le sauveur, encore une fois. Oui. Ça, et comment je peux changer ça, quoi, revenir sur cet automatisme et modifier ça. Ouais, et ça passe par cette conscience de quel est le mouvement qui m'habite en ce moment. Hein? J'entends ça, je sens je perçois une souffrance chez l'autre, peut-être qui résonne avec une souffrance chez moi, hein, qui est un peu la même peut-être. Hein, si je vois quelqu'un qui est dans une galère et puis ça résonne de façon des fois très consciente. J'ai vécu la même histoire donc je résonne, mais des fois c'est très inconscient. C'est des choses qu'on a vécues dans la toute petite enfance qu'on a oubliées, mais une part de nous, notre enfant vulnérable, il connaît ça. Et donc ça va nous pousser à agir de façon aveugle, hein, sans prendre le temps de vérifier, sans conscience de ce qui se passe chez nous. Donc c'est là que c'est intéressant de dire mais qu'est-ce qui m'anime là? Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'entends cette histoire? Voilà. Puis ce petit temps de réflexion avant de réagir, il est vachement salutaire, il est vraiment intéressant. Tu parles pas mal de langage et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée que, et tu mentionnes aussi souvent, Aude, si on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc le langage de nos émotions, le langage de nos mouvements intérieurs, de nos attitudes, on a de la difficulté finalement à mettre en conscience les langages extérieurs et nos manières de dire ça, puis maintenant tu m'embêtes et tout, on est dans des schémas inconscients. Et donc dans l'idée de ce premier épisode de l'identification, c'est vraiment d'apprendre déjà à regarder les langages et de conscientiser, de faire remonter, comme on en parlait, ces jeux-là et de pouvoir au moins mettre un peu un stop à l'automatisme inconscient qui se joue finalement en permanence, en famille, avec le couple, avec le professionnel, avec le voisin, je ne sais qui. Mais vraiment, voilà, on commence à faire un stop et on commence à regarder, en passant par le corps, ce qui se joue dans ces jeux-là quotidiens de nos environnements. Justement, dans ce que Yann dit aussi maintenant, c'est du coup comment on renverse peut-être. Est-ce que ce serait le bon moment de parler de ça, de comment on renverse ce triangle en fait, ce fameux triangle difficile, hein, où on a tous ces comportements automatiques et qui se répètent et qui changent et qui se jouent aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, comment ça se transforme ça? Est-ce qu'on en parle maintenant? Oui, on peut. Oui, bien sûr. Donc, quand on est une victime, au fond, c'est prendre conscience de son besoin de soutien et faire une demande claire. C'est-à-dire dire, là, ça va pas, moi, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de comprendre, j'aurais besoin de clarté là-dessus. Est-ce que tu serais d'accord de prendre 10 minutes pour me montrer ça ou faire ça pour moi? Et là, du coup, on est clair sur sa demande, on fait une demande claire, l'autre est complètement libre. On peut même vérifier si on veut vraiment ne pas jouer un jeu de pouvoir avec l'autre et que l'autre soit complètement libre. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as le temps de regarder ça maintenant avec moi? Et là, on vérifie, du coup, est-ce que tu as l'énergie, le temps, l'envie? On s'assure que l'autre est vraiment disposé
à prendre du temps pour nous. Ça, c'est finalement l'idéal, hein, c'est d'avoir cette clarté-là. Très idéal, hein. Ouais, oui. Mais en fait, en même temps, c'est comme ça, je vérifie vraiment si l'autre il le fait vraiment parce qu'il a l'envie et l'élan. Et il le fait pas par un sens du devoir ou il m'a aidé, donc maintenant je dois l'aider, puis je le fais un peu à contre-cœur, etc. Je vérifie qu'en fait, ça part vraiment de son élan et de son envie. C'est l'idéal, parce qu'en fait, on le fait pas, mais voilà. Et puis après, ça c'était la victime, dans le sauveur, c'est prendre conscience de son élan de sauver l'autre, de vouloir absolument l'aider, le protéger, le soutenir, etc. Et puis de dire, mais en fait, de quoi, qu'est-ce que tu aurais besoin? Parfois on parle aussi de remercier l'autre, tu vois. Par exemple, de dire, ah, mais merci de partager ton impuissance et ta difficulté, merci de cette authenticité. Et qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Si on est un sauveur conscient, on va plutôt remercier, valider. Je vois que tu souffres de ça et ça, mais qu'est-ce qui serait bien? Et qu'est-ce que t'attends? Puis du coup, ça devient à l'autre de prendre la responsabilité de faire une demande claire, et puis que ce soit lui qui, voilà. Là, du coup, on est dans un dialogue, parce que ça n'empêche pas qu'on va être des personnes qui vont être dans des moments où on est vulnérable, on a besoin de soutien. Des fois, on est en position d'aider et puis on aura envie d'aider, mais on le communique avant, on le clarifie. Le bourreau, c'est aussi quand quelqu'un dit tu fais n'importe quoi, franchement, t'as rien compris, t'es nul. Et ben ça va être le truc, ça va être de clarifier face à lui, de dire donc si on est nous-mêmes le bourreau, c'est de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Si on est en face, on va dire en fait la manière, je te remercie, j'ai l'impression que tu as envie de contribuer. Tu as envie d'amener quelque chose qui va être utile et qui va permettre d'être plus efficace. Je te remercie d'apporter ton éclairage. Et en même temps, parce que je trouve qu'il y a cette notion et en même temps, la manière dont tu le dis, elle est pas acceptable pour moi. C'est agressif, ça me dénie, ça dévalorise qui je suis. Donc idéalement, j'aimerais que tu me proposes ton aide et que tu me proposes de faire des choses autrement, mais qu'on en discute et que ce soit pas toi qui me dis comment je dois faire, mais qu'on en parle et qu'on fait une discussion ouverte là-dessus. Voilà. Donc il y a cette idée vraiment de clarté excusez-moi, j'ai une mouche qui me tourne autour. de cette clarté de la communication. Voilà. En fait, voilà, et on est encore sur ça, et dans comprendre les jeux de pouvoir, on voit à quel point, dans tes exemples et dans ta manière de parler, ta communication, elle est hyper clean, nickel, bien positionnée. Tu vois, on sent qu'il y a de la CNV et tout. Ça, c'est une vraie maîtrise qui est nécessaire pour pouvoir identifier ses besoins, mais en plus les exprimer dans un espace pas trop challengé. Et là, en échangeant avec toi, tu vois, on sent que tout peut se défaire tranquillement, on peut partager nos besoins, on se sent accueilli. On sent vraiment la puissance aussi de l'outil de la communication non violente. Ouais, c'est ça. Après, j'ai conscience que quand on n'a pas cette expérience, on est beaucoup plus à réagir, évidemment. Hein. L'autre me dit que t'es nul, de toute façon, comme tu fais, c'est nul. Je vais être non, mais tu peux pas me parler comme ça. Et puis en fait, cette réaction, elle est assez saine, au fond. Hein. Moi, j'ai fait de la médiation assez récemment. Je me suis formé vraiment de façon pointue dans la médiation. Et puis on disait que ce qui est le pire, en fait, c'est quand les gens parlent pas. C'est quand les gens ils communiquent pas. C'est qu'en fait, les gens ils commencent à être en conflit. Puis le conflit devient tellement douloureux et difficile que les gens ne parlent plus, puis commencent à se faire de la violence parmi. Ils passent à côté, ils regardent pas la personne, il lui fait un petit coup dans le dos, il lui crève ses pneus, j'en sais rien. Et puis ça, c'est vraiment la violence. Et puis en fait, pour ressortir de ces états de violence et de souffrance qui sont intenses, avec le problème, c'est que chacun diabolise l'autre en disant de toute façon, il comprendra jamais parce qu'il est incapable de quelconque once d'empathie, par exemple. Hein, on va voir ces mécanismes où l'autre devient de plus en plus diabolisé. On va revenir à quelque chose où, en fait, quand on commence à parler, quand on recommence à communiquer, à se dire les choses, on va le dire mal au début. On va dire tu fais chier, de toute façon tu comprends rien. Mais quand on commence à se dire les choses, la communication reprend. Et puis, en fait, il a quand même souffert de ce que j'ai fait l'autre jour. Ah ouais, lui, il a pas aimé quand j'ai dit ça. Et puis, en fait, on commence à se réhumaniser, ou des fois, on dit, moi, un truc comme ça, c'est non, je veux plus jamais que ça m'arrive. On se re-empower, comme on dit, c'est de l'empowerment, c'est que je reprends ma place et je me positionne et je sais ce que je veux. Mais ça, c'est des mouvements qui sont hyper sains dans cette voilà. Donc, on parle pas toujours parfaitement. Mais quand on est affirmé dans ses besoins, et puis qu'on essaye d'être en lien, même si on le fait mal,
on va quand même petit à petit retrouver. C'est pour ça que je dis on n'est pas obligé de faire de la CNV. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être très clair sur ce qu'on veut, et puis l'affirmer de façon claire, et puis voilà. Puis parfois les gens entendent pas, parce qu'il y a des gens qui sont narcissiques, il y a des gens qui sont pas capables d'empathie. Et quand on dit les choses, puis qu'on les dit, on les affirme, on demande, et puis il y a rien qui change. Il y a un moment, il faut se positionner. Est-ce que c'est l'autre qui est pas capable d'empathie, ou est-ce que cette relation elle est toxique, il faut que je m'éloigne, ou comment est-ce que je procède, ou comment est-ce que je fais pour moi tenir dans la durée face à quelqu'un comme ça. Mais on peut pas juste rester dans une position de souffrance. Il faut en bouger, quoi. Il faut en sortir. Ouais. Et Aude, dans tes clients et clientes, il y a vraiment cette problématique de savoir identifier ses besoins pour pouvoir les affirmer et sortir ainsi de relations toxiques, de jeux d'emprise, de pouvoir, parce qu'il y a déjà une déconnexion avec ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Exactement, parce qu'il n'y a jamais eu l'apprentissage en fait, avec cette clarté, cette conscience dont Yann parle, de savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, quelles sont mes conditions en fait, jusqu'où va ma zone de confort et où commence la suradaptation. Comme il n'y a pas cette frontière-là qui est claire, parce que il n'y a pas eu de développement qui a permis cette conscience-là, c'était toujours la conscience dans la haute empathie, c'est vraiment ces mécanismes un peu d'adaptation à l'imprévisibilité, à un environnement qui pour différentes raisons, des parents non régulés, différentes choses, qui nous permettent pas en fait de pouvoir être vraiment conscients de ces dimensions de nous, quoi. Donc pour se sentir en sécurité, on se suradapte, on anticipe, on est dans une extrême vigilance, hypervigilance quasiment permanente, pour pouvoir anticiper justement tous ces éclats, peut-être ces humeurs qui éclatent, toutes sortes d'éléments comme ça qui sont détectés par le système comme des menaces. Et du coup, comme la conscience et le focus il est porté sur l'extérieur, il n'est pas vers l'intérieur. Et quand on grandit comme ça, on devient un adulte qui continue de faire ça. Et donc, c'est vrai que j'ai parfois aussi chez mes clients des personnes qui me disent mais qu'elles ne savent, que c'est comme si elles vivent pas vraiment leur vie. Et ça, c'est le trauma qui parle. C'est parce qu'il y a vraiment cette difficulté à se reconnecter en fait à leur propre, leur propre intériorité dans leurs besoins profonds et réels, qui passe par aussi une autorisation pour le faire. Et parfois il y a aussi ces couches apprises, dans l'impuissance aussi apprise de ce qu'on nous a conditionné, comment on nous a conditionné, où on peut même pas s'autoriser à accéder à ça. Donc il y a il y a pas mal de couches de l'iceberg sous l'eau, à aller appréhender pour pouvoir en fait faire réémerger la personne à elle-même en fait, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, est-ce que peut-être on devrait transitionner vers une deuxième partie, même si... Donc, il y a un sujet vraiment fondamental dont j'aimerais aussi que Yann nous parle, c'est les biais cognitifs, parce que ça, c'est vraiment une clé hyper aidante pour comprendre en fait comment s'installent ces mécanismes, en fait. Donc peut-être qu'on peut se lancer là-dessus. Et puis enchaîner avec l'épisode qu'on voulait, qui est à venir sur les jeux d'influence, de manipulation et d'emprise.